Chédotal. Alain Chédotal est directeur de recherche à l'INSERM et depuis 2008 coordinateur du département de développement à l'Institut de la Vision à Paris. Après une thèse à Lyon en 1995, il a réalisé un stage postdoctoral à Berkeley. À son retour en France, il a poursuivi ses travaux à l'hôpital de la Salpêtrière avant de rejoindre l'Institut de la Vision. Alain Chédotal est un neurobiologiste qui s'intéresse aux neurones qui permettent par exemple la vision en relief, la capacité à localiser des sons dans l'espace et la coordination de la contraction des muscles pendant des mouvements tels que la marche. Ces neurones projettent leurs axones du côté opposé du système nerveux central et connectent les moitiés gauche et droite du cerveau. Alain utilise, outre des approches génétiques, un ensemble ambitieux de méthodes d'imagerie qui ont permis des avancées spectaculaires déjà reconnues par plusieurs distinctions prestigieuses. Alain, nous sommes vraiment contents de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Merci. Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers amis, je suis extrêmement honoré, très étonné également, un peu engoncé de me trouver ici aujourd'hui et vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de présenter brièvement mes recherches et aussi de remercier celles et ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis près de 30 années, mes collègues, l'INSERM, l'Université Pierre-Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, où j'ai effectué l'intégrité de ma carrière depuis mon master, puis bien sûr ma famille, en particulier ma femme Marie-Hélène et mes enfants Henri et Flore qui m'ont toujours soutenu. Le cerveau humain renferme près de 100 milliards de neurones, dont il existe plusieurs centaines de types différents. À elle seule, notre rétine contient au moins une centaine de catégories distinctes de neurones qui assurent des fonctions particulières dans le codage de l'information visuelle. Les recherches actuelles faisant appel à l'analyse du transcriptome en cellule unique laissent penser d'ailleurs que l'étendue de cette diversité neuronale est très largement sous-estimée. C'est au neurobiologiste espagnol Santiago Ramón y Caral, qu'on peut voir ici jeune, on voit souvent des photos de lui un peu âgé, qui a été le prix Nobel de médecine en 1906 avec Camille Golgi. C'est à lui que l'on doit la découverte des principes d'organisation du système nerveux et de ses connexions, et qui relient les neurones entre eux. Il fut aussi l'un des premiers à s'intéresser au développement du cerveau et a découvert qu'à l'extrémité des axones en croissance se trouve une structure spécialisée très motile qui explore l'environnement et qu'il a appelé le cône de croissance. On peut voir ici quelques dessins originaux de Caral illustrant ces cônes de croissance dans l'embryon. La question fondamentale que se posait Caral est celle qui m'anime également depuis ma thèse, que j'ai eu la chance d'effectuer avec Constantino Sotelo. Et d'ailleurs, je tiens ici à le remercier pour tout ce qu'il m'a enseigné. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais je sais qu'il nous regarde sur YouTube. Donc bonjour Constantino. Cette question, j'y reviens, est d'arriver à comprendre comment un axone, par exemple, issu d'un neurone situé dans le cortex moteur, va croître sur toute la longueur du cerveau, puis de la moelle épinière, et finalement réussir à identifier parmi les milliards de neurones qu'il y a dans un système nerveux, les quelques motoneurones sur lesquels il va se connecter pour permettre la contraction des muscles. Caral proposera à la fin du XIXe siècle que des signaux diffusibles puissent attirer les axones, mais il faudra attendre au moins près d'un demi-siècle pour que Roger Sperry, qui obtient conjointement avec Thorsten Wiesel et David Hubel le prix Nobel en 1981 pour d'autres travaux sur le cortex cérébral, réalise une série d'expériences particulièrement ingénieuses qui démontreront que le cerveau contient des indices moléculaires qui guident les axones vers leur cible. Sperry a su tirer parti de la capacité qu'ont les amphibiens, grenouilles, salamandres, de pouvoir régénérer leurs axones quand ils sont coupés. Sur ces films, je vais essayer de les repasser, que l'on voit ici, qui ont été faits par Sperry dans les années 40, on peut voir des crapauds capturer de manière très efficace des proies que Sperry leur présente, des mouches en l'occurrence. Toutefois, si on retire l'œil, puis qu'on le replace dans l'orbite, ou qu'on lui fait faire un demi-tour, l'œil va se reconnecter du mauvais côté du cerveau. Et on constate que le crapaud va toujours se tromper et tourner en direction opposée de la proie. Sperry en conclut que les neurones de la rétine, quelle que soit leur position, se reconnectaient aux mêmes neurones du toit optique initialement, et qu'ainsi la vision s'en trouvait inversée. Ces expériences pionnières sur ce qu'il a appelé la chimio-affinité ont ouvert la voie de très nombreux travaux qui ont conduit à la découverte de dizaines de molécules qu'on appelle de guidage axonal, qui permettent aux axones de s'orienter dans le cerveau embryonnaire. J'ai eu la chance d'effectuer un stage de postdoctoral à Berkeley, dans le laboratoire de Corey Goodman, où j'ai pu commencer à étudier les mécanismes moléculaires du guidage axonal et contribuer à identifier certaines familles de molécules et de récepteurs impliqués dans ce processus. Notre équipe, ainsi que la Vision, dont je remercie ici le directeur Jessel pour toute la liberté qu'il me laisse depuis 10 ans dans mes travaux, mon équipe travaille plus particulièrement sur des neurones qualifiés de commissuraux, dont les axones
se connectent les moitiés droite et gauche du système nerveux. Ils nous permettent notamment de comparer les informations sensorielles qui sont reçues des deux côtés du corps, de coordonner les mouvements, notamment les mouvements des yeux, et des erreurs de guide. Et c'est grâce à eux également que vous pourrez bientôt quitter cette salle, vous diriger vers un buffet, repérer un verre et le saisir. Des erreurs de guidage des axones commissuraux peuvent entraîner des défauts sensoriels ou moteurs, tels que des mouvements miroirs ou certains strabismes. On pensait avoir résolu l'énigme de Caral et compris comment ces axones commissuraux naviguent dans le cerveau, tout d'abord attirés par une molécule soluble appelée nétrinin, puis repoussés par d'autres molécules appelées SLIT. Mais un travail récent que mon équipe a effectué avec celle de mon collaborateur ami longue date Patrick Mellen à Lyon, ont remis en cause ce modèle vieux d'un quart de siècle et montré que nous étions encore loin d'avoir assemblé l'ensemble des pièces du puzzle. Je pense que tous ceux ici, on en a déjà entendu parler un peu, qui ont eu la chance de faire de travail de recherche ou qui en ont fait dans le passé, savent la place que joue le hasard, la sérendipité, dans les découvertes et que la recherche ne se planifie pas. Ainsi, c'est au hasard d'une conversation avec un collègue allemand, alors pas à Hawaï sur une plage, mais à Munich dans un bureau, ce collègue Frank Bradke, que j'ai appris qu'il était possible de rendre transparents des organes et des tissus, puis de les imager en 3 dimensions. Notre équipe, à l'Institut de la Vision, en collaboration avec celle de Paolo Giacobini à Lille, a réussi à adapter et appliquer cette méthode à l'imagerie de l'embryon humain. Et nous sommes maintenant lancés dans un vaste projet de cartographie cellulaire de l'embryon qui permettra, nous l'espérons, de décrypter les règles qui en assurent le développement, notamment de son système nerveux. Ceci est particulièrement important car un nombre croissant de données indique que des maladies neurologiques ont une origine développementale due à des défauts de guidage. Encore une fois, je vous suis très reconnaissant de m'accueillir parmi vous et tiens à vous remercier chaleureusement pour votre confiance.